Tragédie dans l'Isère aux premières heures de cette journée de la Toussaint, plus de 140 morts dans un incendie. Ils étaient allés danser, c'était des jeunes en grande majorité. Ils étaient allés au 5-7, un club, une boîte au décor psychédélique, situé à 14 km de Voiron, près du village de Saint-Laurent-du-Pont. À 1h30, alors qu'il devait y avoir dans les 180 à 200 danseurs dans cet établissement, le feu a pris. Tout de suite, il s'est étendu très rapidement. Ça a été la panique, la bousculade et cette tragédie. L'un de ces faits que l'on dit divers et qui, dans l'histoire des faits divers, restera sans doute comme étant la tragédie de Saint-Laurent-du-Pont ce 1er novembre 1970. Nos équipes étaient très vite sur place, les sauveteurs ont été prévenus très vite mais ils n'ont rien pu éviter. Le drame était écrit et il s'est déroulé en quelques minutes. Nos équipes donc étaient sur place cette nuit et Alain Chabou doit être maintenant de retour à notre bureau de Lyon pour pouvoir nous dire d'abord quel est le dernier bilan, bien qu'il soit très difficile de dénombrer les victimes. Alain Chabou. Bien, vous savez, Jean Lanzy, le dernier bilan est de 148 victimes, mais hélas, on peut penser qu'il y en aura encore plusieurs, et peut-être même une dizaine, et peut-être même plusieurs dizaines, car il est très difficile de dénombrer ces victimes absolument calcinées. Cela s'est produit à 1h30, 1h40. Les pompiers ont été très vite sur les lieux. Ils n'ont pratiquement pu rien faire tellement le sinistre s'est vite étendu, n'est-ce pas? Exactement. Si vous voulez, je vais vous expliquer notre arrivée qui a été aussi très rapide. Nous sommes arrivés sur les lieux, bien sûr, tout était terminé et nous avons pénétré dans le dancing et nous cherchions le corps des victimes avec le caméraman qui était avec moi, le preneur de son, et nous ne voyions pas ces corps des victimes. Alors nous avons demandé aux sapeurs-pompiers. Et à ce moment-là, le sapeur-pompier nous a dit « Mais regardez, vous en avez des tas ici, vous en avez par terre. » Nous croyons qu'il s'agissait de morceaux de bois. J'ai levé la tête et j'ai vu également aussi un corps calciné accroché à une poutre. Je suppose que c'est un danseur qui a voulu s'échapper en passant par le toit. Il n'en a pas vu le temps. Tout cela était atroce. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est que les gens qui dansaient se sont rendus compte de l'atrocité de la chose et ont voulu sortir. Ils se sont donc précipités vers les portes de sortie de secours, mais nous verrons que ces portes étaient verrouillées, il n'y avait rien à faire, et elles ont été donc surprises vers ces portes de sortie, asphyxiées, et elles se sont entassées les unes sur les autres, certainement dans l'affolement, en voulant sortir par tous les moyens, et c'est comme ça qu'elles sont mortes. Vers la porte de sortie également, qui est, si vous le voulez, la porte d'entrée où se trouve un tourniquet, qui tourne comme dans un seul sens, qui tourne simplement dans le sens d'entrée. Et là, nous voyons approximativement, si vous le voulez, le croquis du dancing. Cela va nous aider à mieux comprendre. Donc, les gens entrent par ici. Oui. Les gens entrent par ici. Ici, il y avait deux pistes de danse, deux ou trois pistes de danse. Un orchestre aussi. Et l'orchestre se trouvait ici. Donc, lorsque l'incendie s'est déclaré, les gens se sont précipités vers ces portes de secours qui étaient fermées. Ils se sont donc entassés dans ces coins et ils sont morts ici d'une manière atroce, je vous dis, on aurait dit des morceaux de bois calcinés les uns sur les autres. D'autres se sont précipités par le tourniquet, mais le tourniquet ne tourne que dans ce sens. Hélas. Donc il n'y a pas de problème, un ou deux ont pu passer sur le tourniquet, mais un ou deux seulement, et les autres se sont entassés ici, rien que dans cette entrée ici, je crois qu'on a sorti plus de 60 cadavres. Pouvez-vous nous montrer le film que vous avez tourné alors qu'il était environ 4 heures, je crois, ce matin? Oui, c'est un film qui n'est pas très parfait car il y avait beaucoup de brouillard, mais enfin, nous allons le voir. Et je dois, si vous voulez, dire que sur les lieux se trouvait toute l'équipe de Lyon, Séqui, Beauchesne, Van Cronenbourg, Granier, Jacquet, Grossier-Biessy, j'en oublie. Oui, le bureau de Grenoble aussi était Le bureau de Grenoble, il ne faut pas les oublier. Voici donc, si vous voulez, la vue de ce dancing. C'est une vue générale. Vous voyez qu'il n'est pas tout à fait terminé, ce dancing. Il y a encore quelques constructions devant. Les propriétaires, je crois, voulaient faire un bowling. C'est un établissement en dur avec charpente métallique. C'est ça, c'est un établissement en dur avec charpente métallique, mais il y a peut-être aussi un peu trop de matière plastique dans ce genre d'établissement. Dans le décor intérieur. Dans le décor intérieur. Qui est, semble-t-il, psychédélique, petit couloir, très petite exactement. salle. Oui, c'est ça. Vous voyez maintenant le dancing, le toit du dancing. Oui. Et c'est à la hauteur de ce toit que j'ai vu le cadavre sur une poutre. Vous voyez que tout était fermé, sauf les quelques petites portes de secours. Je ne pense pas que nous les verrons d'ailleurs, les petites portes de secours sur les côtés, qui me semblaient bien petites, mais enfin, paraît-il, elles étaient réglementaires. En tout cas, je peux vous affirmer, et vous en aurez un témoignage tout à l'heure, le directeur des secours, le capitaine des sapeurs-pompiers, a été obligé de forcer ces portes, donc elles étaient fermées, ça c'est certain. Oui, bien sûr, l'enquête va déterminer les responsabilités. Enfin, comment cela a-t-il pu arriver? Est-ce un feu qui s'est déclaré à la suite de l'explosion d'une bouteille de propane? Il y avait alimentation au propane dans la cuisine de ce restaurant.
qu'il y avait dancing et restaurant aussi. Oui, Ou bien est-ce que c'est un mégot? Est-ce que c'est un court-circuit? Vous savez, toutes les hypothèses sont valables. Vous voyez, en ce moment, c'est le tourniquet. Regardez bien le tourniquet qui a été enlevé et qui a empêché de sortir les gens. Bon, je crois que l'hypothèse du mégot est à exclure. L'hypothèse de l'explosion est également à exclure. Vous voyez, en ce moment, on enlève ce qui reste des cadavres, c'est atroce. Je crois que la seule hypothèse que l'on puisse vraiment retenir, à moins que ce soit un attentat ou un acte criminel, je pense que ce n'est pas possible, la seule hypothèse donc est le court-circuit. Le court-circuit, ce qui expliquerait d'ailleurs la rapidité de l'embrasement et l'inutilité par là même des secours qui ont pourtant été, là aussi, je dois le dire, les sapeurs-pompiers et les gendarmes, enfin, tous les gens ont été admirables, ils se sont tous précipités, ils ont fait vraiment le maximum, mais il n'y avait plus rien à faire. Autre point à souligner, vous l'avez dit, cette installation n'était pas définitive, et peut-être du côté de l'installation électrique, y avait-il quelques défauts? Oui, il y avait quelques défauts. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de vous signaler. Les portes étaient fermées, et cela s'explique aussi, car l'orchestre qui passait cette nuit à Saint-Laurent-du-Pont, et là je dois signaler également que tous les membres de l'orchestre sont morts calcinés, eh bien cet orchestre était très connu, donc on voulait peut-être éviter quelques resquilleurs de passer par derrière, et c'est pour ça qu'on avait peut-être verrouillé les portes. Les témoignages que vous avez recueillis, je crois que le capitaine de pompiers, qui était l'un des premiers sur les lieux bien sûr, vous avez filmé ce qu'il pouvait vous dire ce matin aux petites heures. Oui, vous allez voir une série de témoignages, vous allez tout d'abord voir le préfet qui s'est rendu sur les lieux. Ensuite, vous verrez le maire de Saint-Laurent-du-Pont et surtout le directeur des secours, le capitaine de sapeurs-pompiers, qui va vous donner, si vous voulez, la situation d'une manière beaucoup plus exacte que moi. Si vous voulez, nous allons donc regarder ces témoignages. Entendu. Nous avons retrouvé les corps tassés dans un coin et nous avons appris aussi que les issues de secours étaient fermées à clé. Est-ce vrai? Il semble a priori que ce soit exact et que les issues de secours, qui étaient en nombre de 3, aient été fermées à clé. Oui, je voudrais demander à monsieur le maire, qui, bien sûr, vous connaissez parfaitement ce dancing, qui fonctionne depuis 1 an. Je ne connais pas parfaitement le dancing puisque c'est la première fois que je suis là. Mais initialement, ce dancing existait dans un hameau excentré du pays qui s'appelle les Martins. Et naturellement, pour nous-mêmes, cela causait une entrave presque permanente, et en tout cas toutes les fins de semaine, aux gens qui habitaient non loin de cette installation. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé aux gérants naturellement de cette affaire, d'en partir. Donc vous avez suivi la construction, monsieur le maire. Cette construction a été suivie. Est-ce que les normes de sécurité étaient respectées? Oui, étaient respectées puisque le permis de construire a été donné. Il n'y a pas de problème. Les issues de secours ont été certainement prévues puisqu'il y avait 3 issues. Finalement, je ne pense pas que l'administration ait quelque chose à se reprocher. Les jeunes gens qui venaient danser ici venaient de quelle région? Oh, écoutez, de très loin. Nous nous sommes aperçus à travers certaines descentes de police déjà. Il y avait des clients qui venaient depuis déjà Vénissieux. Vous aviez des gens de Chambéry, de Grenoble qui venaient par autocar complet. D'ailleurs, nous l'avons vu ce matin puisque un nombre de cars est parti de ces lieux. Mon capitaine, vous êtes arrivé à quelle heure sur les lieux? Bien, le premier détachement est arrivé aux environs de 1h55, l'alerte ayant été donnée à 1h45 exactement. Donc vous êtes venu très rapidement? Oui, les secours ont été très rapides. Comment avez-vous trouvé les lieux lorsque vous êtes arrivé 10 minutes plus tard, 10 minutes après? 10 minutes plus tard, la toiture brûlait, les flammes passaient au-dessus de la toiture. Le feu était vraiment apparent et évidemment tout l'intérieur était déjà en flammes. Et il n'y avait personne dehors? Il y avait 2 personnes qui ont été transportées tout de suite, qui étaient brûlées, d'autres personnes qui ont été évacuées par des voitures particulières. Et à l'intérieur du local, plus personne n'appelait ni n'essayait de sortir. C'est-à-dire trop tard. On peut penser qu'il était déjà trop tard. Il était trop tard, certainement. Comment avez-vous trouvé les issues de secours? Les issues de secours étaient fermées, il a fallu les forcer. Étaient fermées comment? Elles étaient fermées, ça je ne pourrais pas vous dire parce que les détails n'ont pas été regardés à ce moment-là. C'est l'enquête qui pourra vous le dire. Mais enfin, on peut penser que les issues de secours étaient fermées à clé. Je pense, en tout cas verrouillées. Elles étaient fermées en tout cas. Et vous avez été obligé de les forcer? Oui. Et lorsque vous avez ouvert, tout brûlait? Ah bah tout brûlait, oui, tout brûlait à l'intérieur et les gens étaient déjà sans vie, ceux qui restaient à l'intérieur. L'incendie s'est déclaré à quel endroit exactement? Je ne connais pas exactement le départ de l'incendie. Quand nous sommes arrivés, toute la salle était déjà en flammes. Est-ce que vous avez pu sauver certaines personnes? Non, pratiquement pas, à notre arrivée. Il était déjà trop tard. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à se sauver?
Je pense qu'il y en a, seulement vu que des voitures particulières, différentes personnes ont pu être évacuées tout de suite, Dans les hôpitaux de la région. on ne connaît pas le nombre. Maintenant, il y en a certains qui ont pu se sauver par leurs propres moyens, sans être brûlés du tout et sans avoir aucun préjudice. Mon capitaine, vous pensez qu'il y a combien de victimes? Écoutez, pour le moment, il est difficile de vous répondre, de donner une approximation. Des chiffres ont été avancés. Je n'ai peur qu'une peur, c'est qu'ils soient malheureusement vérifiés ou même dépassés. C'est-à-dire quel chiffre? On parle de 40, d'un minimum de 40. J'ai entendu parler de 80. Peut-être. Hein. Souhaitons de tout cœur que ce ne soit pas vrai. Bien sûr, Vous voyez, Jean Lanzy, on en était encore à 80, maintenant on en est à 150 et ce chiffre ne va pas cesser d'augmenter. Oui, ce que je peux ajouter, c'est d'essayer d'imaginer comment ça s'est passé encore. Ce dancing était à l'écart de toute agglomération. Oui, il était à 2 km du centre de Saint-Laurent-du-Pont. Donc il n'y avait pas de maison autour. L'incendie, plus de lumière. La nuit, la panique totale. Exactement. Et la suite tragique que nous connaissons. Exactement. Il y a, je crois qu'il faut le citer aussi, une jeune fille qui était sortie quelques instants prendre l'air, comme ça se passe souvent dans ce genre de dancing. Et elle avait laissé, bien entendu, à l'intérieur son fiancé. Et bien entendu, lorsqu'elle a voulu rentrer, tout flambait. Oui, c'était atroce. Autant de drames, chacune de ces morts. Je crois qu'à Lyon, notre équipe attend maintenant l'un des rescapés, car il y a eu... Nous attendons l'un des rescapés, oui, nous l'aurons, et il doit arriver d'une minute à l'autre. Si nous ne pouvons pas... Écoutez, oui, nous avons déjà consacré plus de la moitié de notre journal à ce drame. Je vous propose de nous retrouver ce soir, et à Télésoir, vous écouterez ce témoignage, après que ce rescapé ait pu être un peu réconforté et donner son témoignage à la police. Il sera sur notre antenne à 19h45. Merci donc à notre équipe pour tous ces détails. J'ajouterai pour ma part de Paris, ce que l'on peut ajouter, c'est que M. Jacques Baumel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, se rend à la demande de M. Chaban-Delmas à Saint-Laurent-du-Pont pour s'incliner devant les corps des victimes et pour exprimer l'émotion du gouvernement aux familles de ces victimes. Combien de ces familles qui redoutent, qui savent, mais qui n'ont pas encore la preuve, qui savent qu'elles ne reverront plus celui ou celle pour qui ce samedi soir ne devait être qu'un soir de fête. En ce jour de Toussaint, comme chaque année, les routes de France sont parcourues par les voyageurs du souvenir, tous ceux qui sacrifient à la tradition, qui est vieille chez nous de 12 siècles, tous ceux qui vont se recueillir sur les tombes de leurs disparus. C'est un week-end un peu plus long, un peu plus mélancolique que les autres week-ends, et un peu plus gris par le temps aussi, car le ciel en France est nuageux sur la plus grande partie du pays. Il y aura quelques éclaircies sur le centre et le sud cet après-midi. Notre reporter Jacques Segui rentre pour sa part du Piémont. Il a passé quelques jours à Turin au salon de l'automobile, où il a vu des carrosseries de rêve. Il a entendu des constructeurs italiens exprimer leurs inquiétudes devant la poussée des constructeurs américains en Europe. Et puis aussi, il a filmé cette nouveauté du salon, une américaine qui vient d'Allemagne. Bolide bondissant, bolide au prix fort, la passion de l'italien reste entière, mais la seule nouveauté de Turin s'appelle l'Ascona, l'Opel 8 chevaux pour 5 personnes. Les Italiens, pour leur part, se sont contentés de rénover les Fiat 124 et 125. Et pour la première fois depuis 10 ans, la firme italienne marque le pas. Au milieu d'un climat social difficile, la maison de Turin, 30% du produit national, a fabriqué 10% de voitures de moins que l'an passé, 500 000 au total. Premier bénéficiaire, les Américains. Poi scendiamo agli stabilimenti, in alcuni 80% non sono piemontesi, nell'altra media il 50%. Lo stesso è vero per la città. Les 3 maisons américaines en Europe représentaient, il y a 3 ans, le 28% de la production du marché total européen. Maintenant, elles sont 31 ou 32%, c'est-à-dire que chaque an, elles gagnent 1 point sur la totalité du marché européen. On est préoccupé. C'est des adversaires forts, c'est une compétition difficile, c'est des gens capables. On est aussi préoccupé de la concurrence des Américains comme de la concurrence des autres. Mais à Turin, le salon d'honneur est au sous-sol. La salle Valentino est prise d'assaut par le visiteur. C'est là qu'un jour, l'un des fils du roi Faisal a acheté pour 15 millions d'anciens francs un de ces prototypes fous, œuvre des carrossiers artisans et poètes, comme cette année où il y a la Stratos, une Lancia Fulvia habillée par Berton. Surtout, c'est le désir de garder notre métier, et notre métier de styliste constructeur, italiens qui ont eu un certain succès dans la vie automobile. C'est la sensation que vous recherchez ou le progrès de la technique? C'est l'un et l'autre. 30 000 carrosseries par an pour que automobile rime avec beauté. Mais cette année, Turin et les grands patrons européens se sont découverts un ennemi
commun, au milieu de ces belles voitures, la pollution. Je crois qu'il faut que les constructeurs européens se rapprochent pour que les mêmes règles soient édictées dans le même temps dans l'ensemble de l'Europe. Sans ça, nous allons détruire le marché commun. Voilà ce que nous allons faire. Je crois que nous sommes tout à fait du même avis, les Italiens, les Français en tous les cas. Un bref sommaire des sports avec Patrick Chapuis, à commencer par le cyclisme. Oui, une grosse déception pour Trentin qui a pédalé pendant 3 minutes, 1 minute 3 secondes et 60 centièmes pour rien. Ce temps a amélioré de 48 centièmes son propre record du monde du kilomètre, mais il n'a pu être homologué. Il n'y avait qu'un chronométreur en place alors qu'il en faut 2 pour qu'un tel record soit valable. Dommage, c'était à Grenoble hier soir. Exactement. En football, mauvaise nouvelle pour le football italien. Gigi Riva, la grande vedette du club de Cagliari, a été gravement blessé, une fracture à la cheville. C'est une grosse perte pour son club, une grosse perte pour l'équipe d'Italie. Vous savez que Gigi Riva est le joueur le plus cher d'Italie. Il coûte 1 milliard et 300 millions d'anciens francs. Et en France ? En France, dans le championnat professionnel, il faut signaler hier la victoire du Red Star qui est allé battre Nîmes chez lui. C'est une très belle victoire par 2-1. Et cet après-midi, un choc entre Marseille et Metz. Marseille qui est la 2e équipe actuelle du championnat de France contre Metz, 3e équipe, la meilleure attaque contre la meilleure défense. Enfin, Baroudonneuil, vous savez, en rugby à 13 cet après-midi. L'équipe de France va rencontrer l'équipe d'Australie. L'équipe d'Australie qui est pratiquement qualifiée pour aller en finale de cette Coupe d'Europe, de cette Coupe du Monde, de jeu à 13. Et l'équipe de France devrait, pour gagner, pour se qualifier, réussir un résultat impossible, battre par 37 points d'écart, ce que Puy Gobert lui-même ne peut pas rêver. C'est impossible. Cet après-midi en Grande-Bretagne. Exactement, à Stratford. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.